trouve ici au musée Hergé. C'est un musée qui existe depuis plus de 10 ans, donc il a été inauguré en 2009. C'est un musée extraordinaire qui est donc consacré à un artiste polymorphe puisqu'il a tout utilisé, toutes les méthodes et tous les styles. Évidemment, ce qu'on connaît le mieux d'Hergé, c'est évidemment les alentours de Tintin, mais il y a des tas d'autres choses qu'on peut découvrir ici dans ce lieu fabuleux, donc situé à Louvain-la-Neuve. Voilà, alors Tintin en Amérique, évidemment, c'est un album qui a fait rêver énormément d'enfants, d'adolescents et depuis combien de générations. Alors cet album, il a connu plusieurs versions, comme c'est souvent le cas chez Hergé, avec les aventures de Tintin. Et dans ce cas-ci, c'est donc la première version en noir et blanc sortie en 1932, qui maintenant a, je dirais, le privilège d'être coloriée avec amour et avec, je dirais, une finesse et une intelligence assez incroyables. Quand on compare les planches en noir et blanc avec celles qui ont été recoloriées, ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est que le trait est en quelque sorte magnifié par la couleur. C'est effectivement une relecture, une renaissance d'un album de façon assez incroyable. Je dirais que pour ceux qui ont parfois tendance à feuilleter un album ancien assez rapidement, eh bien ici, ça redonne un plaisir différent et on voit des tas de détails qu'on n'aurait peut-être pas vus au départ parce que justement, ce n'était entre guillemets que du noir et blanc. Alors ce qui est évidemment une pure jouissance, je dirais, de découvrir cet album remis au goût du jour, c'est qu'en fait, à l'époque, Hergé a un style graphique, un type de dessin qui est quand même encore très influencé, on va dire, notamment par des gens comme Walt Disney. Quand on voit la manière dont il dessine les chevaux, c'est une représentation beaucoup plus fantaisiste, beaucoup plus ludique. Par la suite, son réalisme va prendre le dessus. Mais je dirais que dans la première version de Tintin en Amérique, qu'il s'agisse des cow-boys, des Indiens, des chevaux, des voitures ou de tous les éléments qui font figure de décor, eh bien, on a vraiment une sorte de côté très spontané, très ludique. C'est une œuvre de jeunesse, encore une fois, mais qui donne quelque chose graphiquement de très beau. De nouveau, dans la première version en noir et blanc, comme dans celle qui a été remise à jour avec la couleur, on dessine les voitures d'une manière, je dirais, moins scientifique, moins réaliste, que ce sera le cas par la suite, notamment lorsqu'Hergé va ouvrir son studio en 1950 et qu'il aura à sa disposition des collaborateurs évidemment beaucoup plus pointilleux sur l'aspect des voitures. Mais n'empêche, ce qui est important ici, c'est plutôt la symbolique de la voiture. C'est le siècle déjà de la vitesse. Il y a déjà des tas de records qui sont battus dans les années 30 en voiture, avec des voitures de course, etc. Et finalement, dans tout l'album, on voit des courses-poursuites, il y a des taxis, il y a des motos, il y a des sidecars, il y a des bus, enfin, il y a toute une série de véhicules automobiles. Et s'il y a bien évidemment un endroit où le dieu automobile était mis à l'avant-plan, c'était l'Amérique des années 30. C'est une belle découverte, effectivement, parce que d'abord, le cadeau fabuleux, c'est de voir ces planches en noir et blanc qu'on a moins l'habitude de voir, ou du moins, je dirais, en quantité, avec leur double, en quelque sorte, colorisé. C'est une double joie, je dirais bien. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point le trait d'Hergé est déjà très enlevé, très dynamique. Hergé est quelqu'un qui apprend très vite, donc quand on compare entre les soviets, Congo et Amérique des années 30, il y a déjà un énorme progrès. Donc c'est une vraie jubilation de découvrir ces planches exposées ici au musée, et puis le reste de l'exposition évidemment qui fait la part belle à tout ce qui accompagnait toujours, c'est-à-dire la documentation, les références bibliographiques, et là ça casse aussi les ailes à un canard. On dit souvent qu'Hergé a vraiment découvert le souci de se documenter de manière beaucoup plus intelligente, je dirais, à partir de Lotus Bleu. On s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait vrai, que dès le départ, il est toujours extrêmement attentif à l'actualité, à la photographie, aux films même d'époque, et donc il y a déjà toute une série d'éléments de référence qui accompagnent ces planches ici pour cette belle exposition, et je crois que pour le public, c'est encore une fois une belle découverte. Incontestablement, pour moi, la planche coup de cœur, c'est peut-être pas hyper original, mais que ce soit dans la version de 1932 en noir et blanc ou recolorisée, que ce soit dans la version de 1946, c'est évidemment cette planche où on voit que sur un territoire indien, on découvre soudain un puits de pétrole et qu'en quelques heures, le côté extrêmement capitaliste du pays va en faire en sorte que les autochtones vont être chassés, vont être spoliés, et qu'en quelques heures également, on voit apparaître une ville et toute une circulation automobile comme si on était dans la plus grande ville du monde. Alors ça, c'est vraiment évidemment
une caricature, mais Hergé a parfaitement résumé en une page ce que c'est que de spolier un peuple comme les Indiens d'Amérique, et aussi de montrer à quelle vitesse un capitalisme sauvage pouvait se mettre en place. Et donc, d'où sa fascination, cette sorte d'amour-haine qu'Hergé va avoir pour l'Amérique, où à la fois, comme beaucoup d'Européens de l'époque, ils sont évidemment très attirés par tout ce qu'ils voient, notamment aux actualités au cinéma et dans les livres, mais en même temps, un monde qui fait peur, parce que c'est un monde qui écrase en quelque sorte l'individu et où la marchandise est érigée en valeur absolue. Je crois, hélas, que quand on compare Tintin en Amérique, années 30, mise en couleur, et qu'on compare avec le monde actuel, je dirais qu'il y a beaucoup de constantes. Hélas, il y a bien sûr le racisme, il y a l'exploitation de certains par d'autres, il y a l'industrialisation à outrance. Donc il y a beaucoup de signes avant-coureurs d'un monde qu'on connaît encore maintenant. À l'époque, évidemment, ça avait moins de conséquences que maintenant, peut-être, notamment au point de vue réchauffement climatique. Mais je dirais qu'il y a Hergé place déjà toute une série de messages, d'avertissements, même vraiment sans s'en rendre compte, de ce que peut être l'Amérique, c'est-à-dire à la fois un continent et une série de paysages et de peuples absolument extraordinaires, et en même temps un pays qui fait peur pour des tas de raisons comme celle que l'on vit encore actuellement. L'avantage peut-être de la collection extraordinaire qui est présentée ici au musée Hergé, c'est que non seulement effectivement elle présente des originaux, des crayonnés, des mises à l'encre, etc., mais il y a effectivement ce qu'on appelle des produits dérivés de l'œuvre, certains un peu récents on va dire, et d'autres au contraire bien plus anciens qui datent souvent même de la Seconde Guerre mondiale ou des années 50. Et à ce sujet-là, pour Amérique, Hergé va effectivement traiter, et lui-même souvent, il fera des dessins totalement originaux pour ces produits dérivés. Et ça, c'est peut-être tout à l'honneur de ce dessinateur qui, déjà à l'époque, a une notoriété, il a beaucoup de travail, il est connu, il aurait pu très bien laisser ça, je veux dire, à des sous-fifres, pas du tout. Il fait lui-même les compositions, d'où le fait que la qualité de ces produits dérivés anciens, puzzles, boîtes de crayons ou autres, est souvent assez exceptionnel. Et que ces dessins-là, donc, ce n'est pas un sous-genre, c'est hors bande dessinée, mais ces dessins valent également la peine du détour. Et de nouveau, grâce au musée ici, on a la chance de les voir, parce que c'est des produits qui sont devenus assez rares, on va le dire. Alors Hergé, évidemment, a toujours eu beaucoup d'attirance pour les États-Unis, et notamment pour les fameux peaux rouges, pour les Indiens, notamment du Dakota. Mais par ailleurs, voilà, après avoir tellement fait voyager son héros, on voit cette petite carte clin d'œil des années 30, lui-même décide de découvrir le vaste monde, et il se rend donc aux États-Unis avec Fanny, sa seconde épouse, et en 1971, donc, il découvre plein d'endroits dans les villes et dans les campagnes, tous les contrastes absolus de ce pays. Il va être à la fois très impressionné, mais aussi très choqué, puisqu'il va rencontrer notamment des descendants de fameux chefs Sioux et autres, et là il va hélas constater que ce peuple a décidément été sacrifié sur l'autel, on va dire, du progrès, de l'industrie, etc. Et il va revenir à ce niveau-là assez amer par rapport à ces Indiens qui l'idéalisaient tant d'une certaine manière et qui sont là plutôt comme un sous-peuple dans leur propre pays en quelque sorte. Ça pourrait s'appeler effectivement X années après, puisque entre le premier voyage de Tintin où il découvre les gratte-ciel dans les années 30, et puis voilà maintenant Hergé qui dans les années 70 va se retrouver aux États-Unis et à New York notamment pour des conventions de bande dessinée, il va réaliser ses dessins pour rendre en quelque sorte une sorte d'hommage à ce voyage assez incroyable, et il va se sentir évidemment très flatté dans la mesure où il n'y aura que quelques dessinateurs européens qui l'accompagneront, et pour lui évidemment ce sera un moment assez grandiose. On pourrait peut-être même regretter que le dessin aurait pu être plus soigné, mais ce dessin a été fait, je crois, dans une sorte d'urgence. C'était un dessin assez spontané, mais voilà, il a le mérite d'exister. Et c'est comme souvent pour d'autres dessins, il est vrai que parfois il y a des avis de recherche, parce qu'on sait qu'il existe, on a vu des photos, et en même temps on voit pouvoir localiser l'original, et qui sait peut-être pouvoir l'exposer ici au musée Hergé. Hergé, donc, dans les années 60, et même bien avant, s'intéresse de plus en plus aux formes nouvelles et artistiques, et il a une véritable fascination
pour des auteurs, des artistes comme Lichtenstein ou Andy Warhol, puisque quelque part, dans leur art, il y a aussi ce côté synthétique avec une sorte de ligne qui délimite bien les contours, et donc ça rappelle d'une certaine manière la bande dessinée, les comics américains, et c'est quelque chose évidemment qui va beaucoup lui plaire. Et donc voilà, raison pour laquelle il fallait évidemment qu'ici au musée, il y ait aussi des traces de cette époque-là, parce qu'elle était importante dans la vie d'Hergé, et que là aussi, il faut le reconnaître, souvent les courants nouveaux et d'avant-garde venaient des États-Unis, que ce soit dans les années 60 ou encore maintenant. Pour moi, Tintin en Amérique, ça reste quelque chose d'extrêmement fascinant. Je suis très impatient de découvrir cette nouvelle version colorisée, dans la mesure où c'est vrai que quand j'étais gamin, comme beaucoup d'enfants de ma génération, les cow-boys et les Indiens, c'était vraiment le sujet, je dirais, de jeux interminables. Et s'il y a bien une couverture que j'ai recopiée maladroitement quand j'étais enfant, c'était celle de Tintin en Amérique, et qui m'impressionnait beaucoup, évidemment, parce que c'était tous les aspects de nos jeux personnels.